Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles et intellectuelles qui sont apparues sur la scène égyptienne. Et cette fois-ci, nous avons un rendez-vous tout à fait spécial parce que nous allons vous présenter une œuvre qui a été publiée durant les années 90. Avec plus de précision, une œuvre qui a été publiée plus de 20 ans. En fait, l'eau est la richesse la plus importante au Proche-Orient. C'est pourquoi, selon cette œuvre intitulée « Les guerres de l'eau », dans la prochaine période, les conflits au Proche-Orient seront déroulés non pas comme c'était le cas auparavant sur le pétrole, mais cette fois-ci sur l'or bleu, c'est-à-dire l'eau. Il y a quelques questions très importantes en ce qui concerne quelques questions traitées dans cette œuvre. Par exemple, est-ce qu'il y a des tentatives pour affamer et assoiffer l'Égypte? Est-ce que la faiblesse de la Turquie et de l'Irak et dans l'intérêt de la Turquie? Donc, ce sont des questions très importantes dont on va discuter durant les prochaines minutes avec notre cher invité qui se trouve aujourd'hui au studio de l'Antenne Internationale. Mais avant de commencer cette discussion, je dois vous inviter, chers téléspectateurs, à jeter ou à jeter un coup d'œil plutôt sur cette œuvre intitulée « Les guerres de l'eau ». Les chiffres relatifs à l'eau douce dans le monde arabe ont atteint des niveaux alarmants. L'eau douce ne représente que 3% du volume total de l'eau dans la planète. 76,6% de cette eau est sous forme de glace et 21,8% de nappes phréatiques. Le reste, soit 0,6%, sert à répondre aux besoins de plus de 6 milliards de personnes, agriculture, industrie et autres besoins quotidiens. Bien que le monde arabe représente le 10e de la superficie de la Terre, il est considéré comme une zone pauvre en eau douce. Il représente moins de 1% des eaux de rivière et environ 2% des eaux des pluies dans le monde. Le manque de ressources en eau dans le monde arabe se reflète sur la part de l'individu en eau qui ne doit pas être inférieure à 1000 mètres cubes par an. Or, la part du citoyen arabe en moyenne est estimée à environ 500 mètres cubes par an. 19 pays arabes sont sous le seuil de la pauvreté en eau, dont 14 sont en proie à une véritable pénurie, puisque l'eau ne suffit pas à satisfaire les besoins fondamentaux des citoyens et parce que la région arabe est située dans des zones géographiquement arides ou semi-arides. 30% de ces terres arables souffrent de la désertification en raison du manque d'eau. Ceci au moment où le monde arabe ne profite de ses ressources en eau, estimées à environ 340 milliards de mètres cubes, et le reste est perdu. D'où vient l'importance accordée à la question de l'eau et à l'élaboration de politiques relatives à son exploitation, sa rationalisation et à l'augmentation de ses quantités. La sécurité de l'eau dans les pays arabes est menacée pour les raisons suivantes. Les ressources en eau se trouvent ou transitent par des pays non arabes. C'est le cas du Nil, dont les sources se trouvent en Éthiopie et en Ouganda, du Tigre, dont les sources sont en Turquie et en Iran, et à l'Euphrate, qui est en Turquie. C'est le cas aussi du Jourdain, dont les sources sont sous le contrôle d'Israël, ce qui restreint les plans de développement économique au pays d'où vient l'eau. Ceci fait de l'eau un moyen de pression potentiel utilisé contre les pays arabes à la lumière des désaccords politiques. Les conflits territoriaux potentiels entre les pays arabes par lesquels transitent les mêmes rivières. Le Nil passe en Égypte au Soudan, le Jourdain par la Jordanie, la Syrie et le Liban, l'Euphrate par la Syrie et l'Irak. La croissance démographique est la baisse de la part de l'individu en eau en raison de ressources limitées. Selon les prévisions, la croissance démographique dans les pays arabes d'ici 2030 sera 3 fois supérieure à celle qui prévalait en 1990.
Le déficit permanent dans les capacités de production et le recours constant au monde extérieur pour répondre aux pénuries alimentaires locales. Avec la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et l'utilisation par certains pays des céréales pour la production du carburant, les choses se compliquent dans le monde arabe. L'expansion agricole est la seule solution et cette expansion ne peut pas avoir lieu si on ne résout pas le problème de l'eau. La faiblesse des capacités financières de certains pays arabes et l'absence de solutions alternatives face au manque d'eau, alors que la croissance démographique a un impact certain sur l'économie, le développement et la sécurité de pays. Monsieur Hachem Ahmed Mohamed أهلا بك يا فندم في قناة النيل الدولية de Nile TV International et ce livre Les guerres de l'eau et les combats prochains au Proche-Orient, on voit que c'est un livre qui fait allusion à une vérité réelle, que l'eau est une colonne vertébrale et artère vitale également à la formation de la région et la vie des peuples. Bon, Israël est un des éléments principaux en ce qui concerne l'eau ou en ce qui concerne la valeur de l'eau. Israël, que son existence dans la région avait relevé ou l'importance ou la nécessité stratégique et vitale en ce qui concerne les ressources aquatiques. Oui, exactement, c'est juste le sujet de l'eau. Quand les Arabes mettaient en conscience qu'après Israël avait séché le lac du El-Hawala, les Arabes mettaient en conscience que s'ils peuvent presser contre Israël à défendre les ressources de l'eau à eux pour alléger un peu les mesures sionnites contre Palestine. Et Israël également avait dénoncé le secteur du Gaza parce que c'est la région pauvre où il n'y avait pas des afflux d'eau principaux que seulement des puits profonds qui sont épuisés. Ils recherchaient l'eau également où ils pouvaient faire un retrait. Ils ont fait un retrait du secteur ou de la bande du Gaza après les frappes déclenchées du Hamas. Et en même temps, ils ne peuvent pas dénoncer en Cisjordanie où il y avait les ressources principales d'eau. Et Israël également ne s'arrête pas à ce point-ci. Il traverse ces limites régionales et elle allait à l'Afrique. Il s'est entretenu la première fois avec le régime éthiopien, du marquis. Et ils ont dit qu'on va vous donner les fonds monétaires et l'expérience technique à condition qu'il y avait deux conditions très importantes. La première chose, permettez-moi à émigrer les sionnites éthiopiens et ils ont tout un point de vue quand il y avait un travail sur le Nil bleu. Le Nil bleu forme pour la rivière du Nil. Il commence la rivière du Nil, il accédait à Khartoum. Il y avait une région qui s'appelle Makhreg à Khartoum. C'est la rencontre du Nil bleu et la rivière du Nil. La rivière bleue formait 85% des revenus du Nil et le Nil bleu formait également et il accédait également où il fait arriver à Soudan à peu près 50 milliards de mètres cubes de l'eau. En outre, il y avait deux affluents également, c'est la rivière de Sobat et du Abara qui donnait à la rivière du Nil de 14 et 13 hectares.
banc de groupes éthiopiens qui venaient du lac du Tala, à peu près 85%. La rivière du Nil, le Nil bleu, principalement, il y avait une certaine inondation en été, et le Nil blanc se demeure durant toute l'année, mais le revenu, 15% de revenus de la rivière du Nil. Dans la période depuis Gamal Abdel Nasser et avant lui un peu, il y avait un sujet, c'est la fondation du canal du Kangui. Kangui en sud de Soudan, c'est un projet qui s'est arrêté, qui s'appelle l'eau de l'époque, qui s'est arrêté dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a été commencé à établir ce projet dans les années 50. Avant ce projet, il y avait un certain combat national ou familial en Soudan, vu des conditions très pires dans les peuples du sud du Soudan souffraient. Il y avait également un accord préliminaire pour la fondation du canal du Kangui. Et ils se sont mis d'accord, les deux pays, avec une bénédiction officielle en 1974 entre El Sadet et El Ghaffar el-Numiri. Et après cet accord, il y avait également une machine qui va creuser, une compagnie française qui va creuser le canal. Il y avait les peuples du sud du Soudan se sont manifestés à la fondation, contre la fondation de ce canal, parce qu'elle va avoir une influence directe pour les moyens de vivre là-bas, parce qu'ils utilisaient cette région des barrages dans leur vie quotidienne, et les poissons et la pêche des poissons. Ce qui se passe, ils ont dit que les Égyptiens sont venus pour envahir le sud du Soudan et pour utiliser ou employer le sud du Soudan. Ils ont dit que le président Numiri avait promis le sud du Soudan à fournir une infrastructure de l'eau potable et de fournir de l'agriculture, soins sanitaires et vie également humaine. Mais malheureusement, il n'a pas répondre à ses promesses et il avait envoyé le général qui est devenu après ça le président du sud du Soudan pour arrêter le rebelle et la désobéissance civile, et il veut adhérer à ce mouvement. Et il avait présidé le mouvement de la libération du sud du Soudan, et de ce temps-ci, il avait aidé à la séparation du sud du Soudan au nord du Soudan. يا ساقي الحب والأغاني هتسقني واسقني ودعني أهيب كالطير في الجنان. يا ليتني موجة فاحكي إلى لياليك ما شغالي وأغتدي للرياح جارا وأغتدي للرياح وأسكب النور للحيارى فإن
من كواني الهوى وطارا كانت رياح الدجى طبيبي على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب يا نيل يا ساحر الغيوب. On peut dire que l'Égypte essayait pour tout le temps à faire des démarches pour se poursuivre, pour se coopérer, pour avoir des concertations en ce qui concerne les questions de l'eau et les ressources aquatiques, soit avec le Soudan ou soit avec l'Éthiopie. Mais comme ce livre révèle, qui a été décrété dans les années 90, malgré que l'Égypte prend en considération un grand intérêt pour l'Éthiopie et malgré la paix froide entre l'Égypte et l'Israël, mais Israël essaye à gagner des amis de l'Afrique, même pour gagner des voix dans les Nations Unies et pour qu'elle aide ces pays africains dans les affaires d'ébranlement et un état de non-stabilité pour les pays ennemis pour Israël ou les pays ennemis comme Israël le surnomme. Laissez-moi jeter la lumière un peu en ce qui concerne la relation entre l'Éthiopie et Israël. En ce qui concerne l'eau, la relation entre l'Éthiopie et Israël, c'est une relation qu'Israël regarde s'il presse contre l'Éthiopie. Il a 85% de eau, de quantité de l'eau. L'Égypte peut contribuer, peut se coopérer à faire une pipeline également d'eau pour le désert là-bas. C'est le but de Sadat. Après l'accord avec Israël, il pense à faire accéder une ligne ou un lac pour Israël avec 1% de l'eau de Nil. Mais s'il y avait un certain problème que Israël conteste contre le pays ou l'État égyptien, oui, ils ont contesté également tous les penseurs en Égypte et tous les hommes de politique également en Égypte. Ils ont contesté comment le président Sadat, un pays comme Israël, on ne veut pas que cet pays existe sur le plan, comment on le donne un baiser de la vie et on fournit l'eau pour Israël. C'était tout pour cette rencontre avec notre traducteur, notre invité, M. Hachem Ahmad Mohamed, le traducteur de cette œuvre intitulée Les guerres de l'eau, les prochains conflits au Proche-Orient. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre rencontre. Malheureusement, on n'a plus de temps et je dois vraiment vous remercier. Actuellement, chers téléspectateurs, nous devons aller à une bibliothèque d'Égypte afin de rencontrer un des non-lecteurs qui va nous parler d'un livre qu'il va choisir et qu'il va nous présenter. هنختار النهارده كتاب بعنوان الحركة النسائية الحديثة قصة المرأة العربية على أرض مصر. Aujourd'hui, nous abordons un livre intitulé Le mouvement féminin moderne.
بيتكلم الكتاب Il interprète l'histoire de la femme, notamment en Égypte. دور المرأة Ce ومكانتها livre est rédigé par le docteur Eglal Khalifa. Il parle du rôle de la femme et de sa place dans la société. دلوقتي وعنوانه Voilà le livre. Son titre est « Le mouvement féminin moderne ». L'auteur parle de la femme à travers les siècles, en particulier la femme égyptienne, depuis l'ère des pharaons et jusqu'à nos jours. Elle vit dans un milieu sociable et familier. La femme a occupé différents postes, elle a aussi gouverné l'État. Par exemple, Hatshepsut et les Frosbek sont deux reines qui ont gouverné l'Égypte. Il y a aussi d'autres femmes qui ont joué un rôle important. À l'aube du christianisme, la femme a aidé Jésus-Christ à résister à la persécution des Romains. Avec la révélation de l'islam, des femmes ont soutenu le prophète Mohammed, telles que Khawla bint Azwar, Al-Khanseh, Khadija bint Khuwaylid et d'autres femmes encore. Le docteur Eglal Khalifa parle du mouvement féminin, puisque la femme a un rôle important au sein et hors de la maison. Après des siècles, le rôle de la femme a reculé. Elle était enfermée à l'intérieur de la maison au nom des traditions. Il y avait une sorte de distinction entre les filles et les garçons. Cette culture a changé et la femme a cherché à jouer son rôle à travers l'éducation. Une fois éduquée, la femme a eu d'autres revendications, comme le travail et la participation au développement de la société. Elle a travaillé dans différents domaines, tels que les usines, les fermes et les champs. Elle a joué un rôle moteur. Le livre met l'accent sur la femme égyptienne et ses racines historiques qui remontent à plus de 7000 ans, fait qui a mené à la création d'un grand mouvement féminin qui repose sur des bases solides, telles que les coutumes, les traditions et les mœurs. Le livre met l'accent sur le rôle de la femme au sein de la société. Elle a une vie sociale stable, basée sur le respect des traditions familiales et aspirant à la solidarité. Elle choisit son mari, élève ses enfants et les éduque. Au champ, la femme aide son mari. Dr Eglal a écrit ces lignes et a observé tous ces domaines. Son livre est considéré comme une référence. Elle a prouvé ce qu'elle dit avec des statistiques qui montrent le nombre de femmes qui travaillaient à chaque époque. Dans ce livre, nous nous sommes arrêtés à la participation de la femme égyptienne au travail, son rôle moteur à la campagne et sa réussite dans les domaines scientifiques. Cela est indiscutable. La femme a voulu travailler hors de la maison. Étant donné son rôle pionnier et son succès au sein de la famille, elle a voulu participer au succès de la société hors de la famille. C'était une demande essentielle, sortir de son foyer et travailler non pas pour sa gloire personnelle, comme le dit Dr Eglal. Les femmes veulent enrichir la société avec leur participation. Elles ne se contentent pas d'un rôle limité. Au même titre qu'elle joue un rôle au sein de la famille, elle doit aussi jouer un rôle hors de la famille. C'est un aperçu général du livre du Dr Eglal sur le mouvement féminin moderne. Et enfin, c'est le box-office, c'est-à-dire les 5 livres les plus vendus en Égypte ou dans le monde durant les derniers jours.
Merci beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.